Alors, déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. J'ai eu une longue carrière, en entreprise et ma passion a toujours été, l'humain et les relations humaines et je travaillais essentiellement sur l'accompagnement du changement. Un vaste thème, mais c'est quoi accompagner le changement? Eh bien, c'est on est à une situation A qui n'est pas forcément satisfaisante et on projette d'aller à une situation B qui sera nettement meilleure. Je le pratiquais en entreprise et quelque part, maintenant dans mon nouveau métier, c'est toujours de l'accompagnement du changement que je fais. En fait, j'ai fait un virage en 2020 avec le Covid. Je travaillais essentiellement sur le nord-est de la France, Paris, beaucoup de TGV, ces choses-là. Le Covid arrive, naturellement, c'est les budgets qui dégagent et j'avais franchement pas envie de me retrouver à nouveau dans le métro et avec toutes ces choses-là. Je me suis dit, tiens, et si je faisais un virage professionnel? Et là, 2020, qu'est-ce qu'on va faire et tout? Et je mets le nez dans les neurosciences appliquées. Et alors là, waouh! Pour moi, ça a été une passion, parce que le terme neurosciences peut faire peur en se disant c'est scientifique. Oui, c'est scientifique, puisque c'est l'étude du cerveau. Mais c'est surtout le mot appliqué, les neurosciences appliquées, qui est le plus important, parce que là, c'est appliqué à notre quotidien. C'est apprendre comment on fonctionne, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau et qui fait que on vit ce que l'on vit avec nos bonheurs, avec nos peines, avec tout ce que l'on peut avoir. Donc je travaille depuis 2020 avec l'Institut des neurosciences appliquées. J'y ai fait ma formation de coach et je suis certifiée coach en neurosciences appliquées. Et lorsque j'ai découvert cette particularité qu'est le haut potentiel, je dis bien une particularité, je me suis dit mais c'est fou, parce que dans ce que l'on voit, on imagine haut potentiel, c'est ces gens qui dirigent les grandes entreprises, on ne voit pas du tout ce que c'est. Et là, je me suis dit, mais il y a tellement d'amalgames, tellement de choses que l'on voit, que j'ai souhaité vraiment m'axer sur cette thématique-là. Et maintenant, je suis coach spécialisé pour haut potentiel. J'accompagne des personnes souvent quand elles le découvrent, qu'elles sont au potentiel, parce que ce n'est pas forcément toujours évident, on va comprendre pourquoi. Et donc, je fais des conférences, je fais des ateliers, et je suis en train de créer mon site internet où je vais faire des masterclass de coaching collectif de 10 à 12 personnes sur l'accompagnement de haut potentiel. Le but étant naturellement de toucher le plus de monde et de faire tomber tous ces amalgames et toutes ces choses fausses qui sont dites et apprendre à mieux se connaître. Parce que lorsque l'on se connaît mieux, on sait comment on peut agir. J'ai une triptyque dans l'accompagnement du changement qui, depuis plus de 20 ans, est ma devise. C'est comprendre, analyser, agir. Surtout agir. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous donner tous les éléments pour comprendre ce que c'est que cette particularité au potentiel et l'impact que cela peut avoir sur certaines personnes. Ça, donc, moi, je vous aide à comprendre. Vous, dans votre tête, vous allez pouvoir analyser selon que cela vous concerne, si ça concerne vos enfants, l'impact que ça peut avoir dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse, dans votre vie amicale. Vous allez analyser le tout et je vais quand même essayer de parsemer beaucoup au début et beaucoup plus à la fin avec un question-réponse sur comment agir. Parce que le but, c'est agir. Ça ne sert à rien de regarder tout ce qu'on a sur le développement personnel si on n'agit pas. Voilà. Donc, objectif, agir et trouver beaucoup de choses. Donc, première partie, je vais passer assez rapidement et on va être un petit peu conférence où je vous explique le tout. Et après, j'espère que vous serez actifs à poser des questions, même les plus particulières possibles. Je suis là pour y répondre. Pour la présentation et tout, c'est bon? On y va? Allez, c'est parti. Alors, mon titre, Haut potentiel, intellectuel HPI,
ou haut potentiel émotionnel HPE. Ça, tout le monde entend parler de HPI, mais c'est quoi être HPE? On va pouvoir le voir. En dessous, j'ai noté neuroatypique. Là, on va être vraiment sur la partie constitution du cerveau. Zèbre ou surdoué. On a aussi, on entend des fois les enfants précoces, les surdoués. On est dans le domaine de la douance. Et les zèbres, pourquoi les zèbres? C'est, on va dire, un surnom qu'on va trouver partout sur Internet et dans les pays francophones. Parce que la particularité du zèbre, c'est qu'il n'y a pas deux zèbres déjà au monde qui ont les mêmes rayures. Chacun est unique, comme les neuroatypiques. Et également, un zèbre, c'est aussi un animal qu'on ne peut pas apprivoiser. Je ne sais pas si vous le saviez, mais voilà, on ne peut pas apprivoiser un zèbre. Un cheval et tout, on peut faire des tas de choses, pas les zèbres. Et c'est une des particularités aussi des neuroatypiques. On va commencer par un petit bout d'historique parce que ça, c'est important, surtout sur la terminologie. On a commencé en 1905 dans les classes où on s'apercevait qu'il y avait des enfants qui étaient vraiment en grande difficulté. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va en faire? On n'arrive rien à en faire de ces gamins-là. Et donc, ils ont fait un questionnaire qui était destiné à tous les enfants et surtout pour déterminer ceux qui étaient en difficulté. Et c'est ça, les premiers tests de QI. Donc, ça n'était que pour les enfants en difficulté. On continue donc à les suivre, et puis ces questionnaires-là arrivent, je suppose, au ministère qui s'occupe de cette partie-là. Et ils se disent, mais on s'aperçoit qu'il y a plein d'enfants qui sont en difficulté, mais on s'aperçoit aussi qu'on a une petite couche où ils sont très bons, ils sont même prêts à sauter de classe. Si on les suivait aussi. Donc là, c'est en 1946, et là ils se disent, on va dire que ceux qui sont tout en haut et qui peuvent sauter des classes, c'est les surdoués. On continue, et là on arrive dans les années 90-2000. Donc là, les études sur les neurosciences se développent. Et je peux vous dire que ça se développe encore et encore et encore, et très vite. On parle beaucoup de l'évolution de l'intelligence artificielle, mais sur les neurosciences, il y a également beaucoup d'études. Les pays qui étudient le plus sont le Canada, les États-Unis, Israël, les Russes aussi, et curieusement aussi, l'Ukraine. Donc 90-2000, là on s'aperçoit avec les neurosciences et donc les IRM qu'il y a des zones du cerveau qui fonctionnent différemment chez certaines personnes. Tiens. Et donc là, les surdoués qui étaient suivis à l'époque, on s'aperçoit qu'au-dessus d'un QI d'environ 130, là, le cerveau met en fonction des zones qui ne fonctionnent pas habituellement chez les autres. Et c'est là où on se dit, donc ça devient des hauts potentiels intellectuels, HPI. Et ce qu'il y a, c'est que cette notion, elle est restée dans le langage commun, tout particulièrement depuis la série HPI. Mais les neurosciences continuent à travailler. On arrive en 2004, et là en 2004, c'est Howard Gardner qui, au vu de l'ensemble des travaux, définit qu'il y a 8 formes d'intelligence. Dans ces 8 formes d'intelligence, en fait, le système éducatif et les tests de QI ne suivent que 2 formes d'intelligence. Celle qui est basée sur le langage, tout ce qui est linguistique, et la logico-mathématique. Les autres intelligences, intelligence émotionnelle, visuo-spatiale et autres, ne sont pas du tout étudiées et sont très peu prises en compte dans le système éducatif. Et oui, quand vous faites dessin ou art plastique ou gymnastique ou des petites ou musique, c'est 1 heure avec un petit coefficient pour ramener quelques points à la fin. Et pourtant, il y a des intelligences pointues aussi dans ce domaine-là, mais qui ne sont pas vraiment vues au niveau éducatif. Donc on est en 2004 et
Donc là, les travaux continuent sur les neurosciences. On arrive en 2010 et là, on s'aperçoit que dans les hauts potentiels, certains ont vraiment une intelligence émotionnelle élevée et c'est là où la notion de HPE peut intervenir. Ce qui est important, c'est à peu près les dates. Parce que quand vous voyez que sur Douai, on est à peu près là, après ici, on va être dans du HPI, on va être dans du HPE. Une personne qui a passé des tests et qui s'est fait diagnostiquer, entre guillemets, puisque c'est un terme que j'aime pas trop, mais qui est diagnostiqué en 2000 ou 2005, il va dire, bah, ça y est, voilà, j'ai été diagnostiqué et je suis HPI. Or, dans son propre mode de fonctionnement, on peut s'apercevoir qu'on était plutôt sur de l'intelligence émotionnelle et peut-être du HPE. On va comprendre la différence avec celui-ci. Qu'est-ce que c'est que neurotypique et neuroatypique? Alors, j'ai pris deux chiffres, 90% et 10%, mais honnêtement, c'est un domaine qui n'est pas encore suffisamment connu, développé. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles le sont. Et on serait quand même plutôt à du 85-15, voire du 80-20. Neurotypique, les normaux pensants. Vous allez tous me dire que j'ai fait une faute d'orthographe à normaux. Non, je ne me suis pas trompée. Ce n'est pas normaux AUX, c'est normaux par rapport à ce qui est la norme. Ce n'est pas être normal ou anormal, mais c'est la norme. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde qui est fait par des normaux pensants, pour des normaux pensants. Et donc, les normes, c'est les normes, ça va être ce qui est à l'école, tout ce qui va régir, toutes nos normes, nos lois et autres sont faits par des normaux pensants, pour des normaux pensants. C'est normal, c'est la majorité. Sauf que on a à peu près 10% de la population qui est neuroatypique. Neuroatypique, c'est un fonctionnement du cerveau qui va être différent. On va avoir les hauts potentiels, les multipotentiels et les autistes Asperger. Je ne parlerai pas beaucoup des autistes Asperger, ce n'est pas vraiment ma spécialité, même si je connais bien le mode de fonctionnement. Les multipotentiels, on va être sur du haut potentiel, du HPI plus E, et vraiment le multipotentiel, c'est celui qui a besoin de s'impliquer dans au moins 3 domaines, même complètement différents dans sa vie. Vous pouvez avoir une femme chef d'entreprise qui a 4 enfants, qui va être très impliquée dans l'école de ses enfants chez les parents d'élèves et qui va adorer faire des bijoux ou des bougies. Et c'est son plaisir et elle va lancer ça sur son site internet. Ce sont des choses différentes. Voilà, les multipotentiels ont un besoin d'avoir plusieurs activités. J'évoque ici les troubles. Alors, les troubles, bien souvent, sont associés aux neuroatypiques, mais ça n'est pas une particularité des neuroatypiques. Dans les troubles, on a les troubles 10, donc dyslexiques, dyscalculiques, dyspraxiques et quelques autres particuliers. TDAH, c'est les troubles du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Les TSA sont les troubles du spectre autistique. Et on peut en avoir d'autres. Alors dans les autres, on va mettre les bipolaires, les borderline, enfin toutes ces particularités. Je les ai mis à part parce que ces troubles-là, c'est avoir un petit fonctionnement d'une zone du cerveau qui coince. Et les troubles sont généralement traités plutôt par des psychiatres et psychologues parce qu'on peut avoir soit un traitement médicamenteux dans certains cas, soit avoir des spécialistes orthophonistes, enfin toute la série de spécialistes qui peut y être. Ce qui est quand même intéressant, c'est de savoir que si ça touche toute la population, on est à 10% de troubles plutôt chez les normaux pensants et chez les neuroatypiques, on va avoir du 30%. Ça sera intéressant lorsqu'on verra que l'on veut faire un diagnostic, parce qu'on peut avoir des troubles
qui vont masquer le fait d'être au potentiel, par exemple. Donc, on va le voir un petit peu plus loin. Alors, là, j'ai voulu vous mettre un petit florilège de personnalités connues et étudier un petit peu. Alors, on commence par Good Doctor en haut. Pourquoi est-ce que j'ai mis Good Doctor? Qui connaît la série? Bon, pas beaucoup. Ça se passe dans un hôpital américain. Lui, c'est naturellement la big vedette. Et lui, il est autiste Asperger. Donc au début, quand il arrive, personne n'en veut, quoi. Voilà, quelques difficultés. Mais dans cette série, on voit aussi beaucoup d'infirmières ou autres qui viennent et qui ont des spécialités. Ce qu'il y a, c'est qu'on est aux États-Unis et au Canada, là où la différence n'est pas vue comme une exclusion. Dans les pays anglo-saxons également, la différence, elle est acceptée et ouverte. En France et quelques pays limitrophes, on est encore plus ou moins dans la discrimination par rapport à ça. Donc forcément, je vous ai mis HPI en France, hein, ce qui fait que tout le monde dit « Ah oui, oui, je suis HPI » ou « Je vais aller passer des tests de HPI ». On le verra tout à l'heure, ce n'est pas forcément que ce qui est intéressant. Michel Simès, lui, au potentiel, plus trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Et je pense multipotentiel aussi. Il est toujours médecin, je crois que c'est gynécologue ou je ne sais plus quoi, mais il est acteur, enfin il fait des tas de choses. Ici, pour ceux qui le connaissent, Yannick Alain, donc grand conférencier, organisateur de tas de choses et au potentiel, et également trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Et tout comme ici, on a Franck Gastambide, je ne sais pas si vous le connaissez. Maintenant, on le voit beaucoup dans des films, c'est beaucoup des comédies. Et alors, lui, c'est l'exemple même, et il en parle beaucoup. Quand il était petit, c'était le pire des cancres qui pouvait exister à l'école. Et toute sa scolarité, ses profs, ses parents disaient « Mais qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est absolument horrible, quoi. Il ne tient pas dans aucun cours ni rien. C'était le cancre de chez cancre. » Bon, arrivé à l'âge de la scolarité, qu'est-ce qu'on fait quand on est hyper cancre ? Il adorait les animaux et il avait vraiment un super feeling avec les animaux. Et il adorait le monde du cinéma. Donc il se dit, tiens, je vais élever des animaux et je vais les dresser pour pouvoir aller sur des plateaux de cinéma. C'est cool, je vais pouvoir vivre de ma passion. Et arrivé sur les plateaux de cinéma, là, il y a un réalisateur qui le voit, qui voit à quel point il s'implique et tout. Il se dit, mais ce mec, il est super, il a plein d'idées, il sait les mettre en place et tout, il est génial, quoi. Et lui, il disait, ah non, 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 moi je suis le pire des cancres qui existent. Et ce réalisateur lui dit, écoute, moi je suis pas, tu vas aller passer des tests. Et en effet, c'est du haut potentiel. Le fait d'avoir découvert ça, qu'il n'était pas un cancre et tout, mais alors ça a libéré tout son potentiel. Et maintenant, il est acteur, scénariste, réalisateur, producteur, la totale. Et il s'éclate, le mec. Comme quoi, haut potentiel, peut être le pire des cancres, apparemment. J'ai souhaité vous mettre Louane, la chanteuse, et actrice et autres. Alors, elle, c'est quelqu'un qui a été énormément en souffrance au potentiel, mais surtout trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Donc ça, c'est des choses qui, dans le système scolaire, le gamin qui bouge tout le temps, qui veut tout le temps sortir et tout, ça passe mal vis-à-vis des autres enfants. Et donc, elle a été harcelée au primaire, elle a été harcelée au collège, elle a été harcelée partout. Bon, elle a quand même libéré son potentiel, mais elle a encore une charge émotionnelle de tout ce qu'elle a encaissé qui a été difficile. Et c'est souvent, en plus, chez les femmes ont plutôt tendance à garder les choses en elles quand elles vont être à l'école ou autre, alors que le petit garçon, lui, il va être plutôt bagarreur par rapport à ça. Einstein, naturellement. Mr Bean, QI de 173 quand même. Voilà. Et là, pour ceux qui regardent L'amour est dans le pré, c'est un couple donc, qui s'est rencontré à L'amour est dans le pré. Ils ont eu un enfant, et puis l'enfant, quelques petites particularités à l'école. Et ils lui font passer des tests. Et là, ils lui disent, mais votre gamin, il est au potentiel.
Donc vous, il y a au moins un de vous deux qui l'est, parce que c'est pas tombé comme ça du ciel. Et donc ils ont passé le test et ils le sont tous les deux. Donc comme quoi, à un moment donné, voilà, on pourrait dire que c'est des monsieur et madame tout le monde qui vont le découvrir. On va rentrer là directement dans les neurosciences et dans le cerveau. Mettez votre main gauche sur votre cerveau gauche. Voilà, là, c'est la partie de votre cerveau qui est en train de fonctionner. C'est-à-dire que vous apprenez des choses et vous les rangez dans le disque dur de l'ordinateur. Il est là, votre disque dur d'ordinateur. Donc vous mettez tout et vous avez toute la puissance d'un ordinateur. Chez un haut potentiel, il y a plus de puissance. Donc on n'est pas à la tablette, là, on monte, on monte, on monte. Et en gros, plus on monte en QI et plus on monte vers le data center sur la puissance du cerveau de ce côté-là. De ce côté-là, nettement plus coloré. Là, on est dans le chaud, on est dans le doux, mais on peut être dans le rouge qui agresse. Et en fait, cette partie-là, hop, votre main droite sur le cerveau droit, là, c'est tout ce qui se passe, c'est vos sensations et c'est vos émotions. Vos sensations, c'est agréable d'être ici, le café il est chaud, il fait beau et tout. Et là, déjà, quelle est la différence entre les sensations et les émotions? Et même pourquoi pas le troisième qui vient derrière. Les sensations, c'est tout ce que notre corps va ressentir. Il fait chaud, il fait froid, une relation amoureuse, j'ai des papillons dans le ventre, hop. Là, on est au niveau des sensations. C'est notre corps qui va se mettre en fonction. Les émotions, ça me donne le sentiment amoureux. Voilà, ça me donne d'autres choses. Vous connaissez les 6 émotions de base? On a la joie, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût et la surprise. Voilà. Il y en a 6 de base. Quelle est la super positive qu'on a dit? La joie et les autres? Colère, tristesse, dégoût. Bon, la surprise, elle peut être bonne comme mauvaise. Mais il y en a une seule qui est vraiment très positive, et ça, c'est les 6 de base. Et celle-ci, la joie, il faut vraiment la pratiquer au quotidien avec des tas de petites choses. Et ça, c'est important, on le verra après dans la deuxième partie. Donc, nos sensations et nos émotions. Nos émotions qui vont faire qu'on va pleurer, on va faire des choses spontanément, on va dire. La troisième partie qui est les sentiments, là c'est quand ça s'inscrit dans le temps. Je prenais l'exemple de l'amour, les papillons dans le ventre, on est dans les sensations. Les émotions, on est amoureux. Et le sentiment, là après, il s'installe dans le temps. Donc le sentiment, lui, il n'est pas que à ce niveau-là, puisqu'on s'installe dans le temps, il s'ancre complètement dans l'ensemble de la personne. Donc, puissance d'ordinateur de ce côté-là. Et là, je dirais intensité. L'intensité, on va la mesurer sur une échelle de 0 à 10. Si en moyenne, les normaux pensants sont à une intensité moyenne de 3-4, chez un haut potentiel, l'intensité moyenne va être de 6-7. Et selon les sensations ou les émotions, ça peut monter très haut. Je prends l'exemple d'une peur. Une peur qui peut aller jusqu'à la phobie. Voilà, vous voyez une araignée, ça ne vous fait rien, c'est une gentille bête. Elle apporte beaucoup de choses. Mais il y a d'autres personnes qui vont être en intensité 10, où ça va être la phobie et qui vont hurler et je ne peux pas, il y a une araignée dans la pièce. Voilà, donc ça c'est l'intensité. Imaginez que donc, le haut potentiel, dans toutes ces sensations et dans toutes ces émotions, il est toujours d'une intensité plus élevée. Ce qui va quand même être plus fatigant, voilà, voire même épuisant dans certains cas. J'ai noté la rapidité des connexions neuronales. Donc les connexions neuronales,
C'est comme un circuit électrique qui va faire que certaines parties du cerveau vont se connecter. Pour un haut potentiel, les connexions neuronales sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus rapides. Imaginez un grand champ vert et au milieu un magnifique arbre centenaire avec un grand tronc. Voilà. Maintenant, il y a un animal qui vient, un chien, un guépard, un ours qui veut venir monter dans cet arbre. Il va monter difficilement, il va faire le tronc et il ne va pas arriver plus haut. Un humain vient, il va réussir le tronc et il va pouvoir aller sur les grosses branches. Et imaginez maintenant un écureuil qui arrive. Votre écureuil, il arrive à toute vitesse, il monte dans l'arbre et puis il va de tous les côtés, il va à une telle rapidité qu'on arrive des fois quelque part, on n'arrive plus à le suivre tellement il court vite dedans. Eh bien, les connexions neuronales d'un haut potentiel, c'est un petit écureuil. Donc vous imaginez à quel point ça va. Je regardais récemment une conférence d'un psychiatre spécialisé dans les hauts potentiels enfants. Et il disait, ils ont pris par exemple des enfants hauts potentiels et des enfants normaux pensants. Ils mettent un IRM, bon, c'est un IRM sans radiation, sans quoi que ce soit. Ça fait comme un petit bonnet de piscine avec ces trucs. Et puis, ils donnent aux enfants des jeux à faire. Et en fait, ils regardent le cerveau. Et le cerveau, on voit que chez les hauts potentiels, il y a beaucoup plus de zones qui vont être concernées et avec une vitesse et une rapidité dans les connexions neuronales qui est vraiment assez phénoménale. Vous savez, c'est quand on voit les IRM avec les zones bleues, rouges et tout qui s'allument. Voilà, chez les hauts potentiels, alors là, il y en a plein qui sont allumés, beaucoup plus. C'est-à-dire que le petit écureuil va aller chercher beaucoup plus de choses dans les deux côtés, intensité et puissance. Et puis, celle-ci, pas de bouton off. Ça, c'est aussi une particularité qui peut être assez épuisante. C'est-à-dire que le cerveau des neuroatypiques ne s'arrête pas de fonctionner. C'est du 24 heures sur 24, de la naissance jusqu'à la fin de la vie. C'est impossible de se dire « je me pose, je ne réfléchis plus à rien ». Non, le cerveau de toute façon fonctionne et ça, c'est assez épuisant. Donc là, on était sur notre partie droite du cerveau et on va avoir tous les sens qui vont être plus développés. Ce qu'on appelle le VACOG, visuel, audition, kinesthésique, olfactif et goût. On reprend notre intensité de 0 à 10 et là, on va avoir des situations différentes selon les personnes. Soit ça peut être l'ensemble des sens qui va être plus développé, soit ça peut être un sens qui va être, lui, hyper développé. Si vous prenez par exemple quelqu'un qui va avoir l'olfactif et le goût très développé, ça va nous faire un excellent restaurateur. Parce qu'en plus, ce que je n'ai pas dit dans le précédent, il n'y a pas de bouton off, mais les hauts potentiels ont aussi une créativité beaucoup plus élevée que les autres. En matière d'innovation, là, c'est du top de chez top, parce qu'il y a de la créativité. Donc, quelqu'un qui sait gérer son goût et son olfactif, il va y associer la puissance de son cerveau, sa créativité, et il peut devenir un grand chef restaurateur. Si c'est l'audition, un grand chef d'orchestre, un excellent musicien. Mais ce qu'il y a aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la vie, il y a toujours tout et son contraire. Il n'y a pas d'ombre sans la lumière. On joue, on a toujours du pile ou face. Si je reprends l'exemple de l'audition et de mon chef d'orchestre, alors lui, orchestre philharmonique, il a 60 personnes et tout, s'il y en a un qui fait une fausse note, il l'entend la fausse note. Donc c'est génial,
fait un super métier et il est hyper pro. Sauf que lui, quand il va aller au cinéma, il voit son film, mais alors il va entendre tout, celui qui chuchote 3 trucs à côté, celui qui mange ses pop-corn là-haut et tout. S'il rentre dans le métro, alors là, il n'en peut plus, il faut qu'il mette des boules caisses parce que c'est insoutenable. Donc, les sens plus développés, il y a du bon et il y a du mauvais. Voilà. Si vous avez un gamin qui ne supporte pas l'étiquette de son truc, avoir de la laine sur lui et autres, on est vraiment dans ces sens plus développés. Donc c'est en effet un avantage dans certains métiers, mais ça peut être aussi quelques souffrances. Mais à partir du moment où on se connaît, voilà, on achète des fringues qui ne sont plus ni en laine et où on arrache toutes les étiquettes. Voilà. On va passer à l'hypersensibilité. Et attendez, je vais revenir quand même. Parce qu'ici, dans les sens plus développés, il y en a un que je n'ai pas mis parce qu'il ne fait pas partie des sensations physiques, celle-ci, mais c'est l'empathie. Donc l'empathie, tout le monde sait ce que c'est. D'ailleurs, on essaye maintenant, on va en mettre à l'école, apprendre l'empathie. C'est-à-dire que l'empathie, c'est quelque chose, on va se dire, dans cette situation, il faudrait que je déclenche mon empathie. Dans les sens plus développés, certains peuvent ne pas être dans ces sens physiques, enfin, ils vont l'être, mais avoir une empathie beaucoup plus développée. Et là, on va être chez les hyperempathes. Et là, l'hyperempathe, on va dire que l'empathie, il n'a pas besoin de chercher à la déclencher. Elle est systématique. Voilà. Je suis hyperempathe, je viens ici, je ressens, elle est heureuse, elle a une petite tristesse, elle a un petit quelque chose. Voilà. L'hyperempathe, il a cette empathie constante et automatique. Ce qui peut être une grande souffrance. Et oui, parce que c'est du Bob l'éponge. Voilà. C'est du Bob l'éponge. Savoir que l'on est hyperempathe, c'est important. Parce que on va savoir qu'il faut gérer ce Bob l'éponge. Et là, on va se diriger vers 2 choses. On a l'hyperempathie affective et on a l'hyperempathie cognitive. Quelle est la différence? L'hyperempathie affective, c'est je prends tout et je prends l'émotion des personnes qui sont autour de moi telle que. Donc, si je suis dans la souffrance, je vais à un enterrement, je ne vous dis pas ce que je me prends et je me mets à souffrir et à pleurer même si je ne connaissais pas la personne qui est décédée. Si on sait que l'on est comme ça, c'est important de se dire non, non, je me protège, je me mets ma bulle, j'empêche d'être Bob l'éponge, et pour ça, je vais me mettre en empathie cognitive. C'est-à-dire que je ressens son émotion, sa tristesse. Je ne vais pas juste prendre son émotion. Bon, ok, elle a son émotion. Je préfère voir le mécanisme en elle. Est-ce qu'elle pense qu'elle va s'en sortir? Est-ce qu'elle va... Voilà. Et là, on fait un petit peu travailler le cerveau gauche, le cognitif. C'est là où on a tout le mode de raisonnement. Et c'est en raisonnant que l'on peut diminuer l'effet empathie affective qui peut être très douloureuse. Donc ça, hyperempathe, c'est aussi une particularité. Elle n'est pas reprise dans ceci parce que l'hyperempathie, ceux-ci sont physiques, l'hyperempathie ne l'est pas. L'hypersensibilité, bien, c'est un petit peu, ça découle naturellement de ce qui est dit auparavant, sauf que l'hypersensibilité en elle-même, ça n'est pas quelque chose de spécifique ou au potentiel. Tout le monde dans la population peut l'être. En gros, c'est 20% de la population qui va être hypersensible. Mais chez les hauts potentiels, c'est au moins du 80% d'hypersensibles. On va être comme dans l'empathie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que l'on a cette hypersensibilité, il faut savoir se protéger. Il faut savoir mettre sa bulle et gérer cette particularité. Donc,
On dit que l'hypersensibilité, c'est une sensibilité très intense aux émotions, aux ressentis et aux intuitions. Parce que l'intuition va avec. C'est comme l'empathie. Ça, c'est des choses qui sont internes, qui ne sont pas palpables. Mais les hypersensibles ont souvent beaucoup de ressentis et d'intuitions. En apprenant à gérer ça, plutôt que d'en faire une souffrance de l'hypersensibilité, comme l'ombre et la lumière, si on n'est que dans la souffrance, on va être dans l'ombre. Mais si on sait utiliser cette hypersensibilité, soit pour son métier, soit pour ses activités ou autres, là, on va utiliser le côté lumière. Et ça va rééquilibrer la partie intensité. Donc on a vu, grosso modo, avant de passer au syndrome de l'imposteur, ce qui touche à peu près tous les hauts potentiels. Est-ce que vous avez quelques questions particulières par rapport à ça? Parce qu'après, on va passer sur l'impact que ça peut avoir dans la vie quotidienne. Non? Oui? Sur la dichotomie entre guillemets sur HPI et HPE. Donc, Ah, là d'après, voilà. oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Je vais en parler là. Voilà. La différence HPI-HPE, on va dire qu'elle va se retrouver de ce côté-là. La base que j'ai expliquée, globalement, c'est tout ce qui est haut potentiel. Le haut potentiel intellectuel va être quelqu'un qui est sur essentiellement la puissance du disque dur. Voilà. Et d'ailleurs, les tests pour HPI ne mesurent que la partie linguistique, logico-mathématique et la vitesse du petit écureuil et des connexions neuronales. Les tests pour HPI ne s'occupent absolument pas de ce côté-là. Et ici, si on est dans les sensations et les émotions, nous sommes également là où il y a le siège de l'intelligence émotionnelle. Et ça, on va voir que c'est pour moi une des choses et si ce n'est la clé la plus importante pour s'épanouir en tant que haut potentiel, c'est de développer son intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, elle se retrouve de ce côté-là. L'intelligence émotionnelle, elle est constituée de deux intelligences. L'intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire la capacité à se connaître soi-même, à savoir décrypter ses sensations, ses émotions, connaître son mode de fonctionnement et autres. Et à partir du moment où on se connaît bien, on connaît bien l'humain, le fonctionnement d'un humain, ça va donner un développement possible et très intéressant sur l'intelligence interpersonnelle. Donc intrapersonnel, se connaître soi et l'humain. Interpersonnel, c'est les relations humaines. Donc quelqu'un qui va être de dominante intelligence émotionnelle très forte, on va être ici et on va être sur du HPE, haut potentiel émotionnel, puisque c'est l'intelligence émotionnelle qui va être la dominante. De l'autre côté, on est sur la capacité du disque dur. On peut être haut potentiel, je dirais juste haut potentiel, et intellectuel et émotionnel. Ça, il y a les deux. Mais si on prend un HPI très fort ici, allez, 140, 145 de QI, fonctionne bien, poum, puissance. Mais alors, il coince complètement dans ses relations humaines. Il y en a qui vont être des grands solitaires. Certains, on va dire, ah oui, j'en connais un, c'est le marginal de la famille, on ne l'entend jamais, ni rien. Voilà. C'est quelqu'un qui va être essentiellement côté HPI et qui n'aura pas développé cette partie intelligence émotionnelle. Donc en matière de coaching, je le disais, je suis coach spécialisé dans les hauts potentiels. Une des premières choses, c'est bien de déterminer l'ensemble de la personne. Est-ce qu'elle a bien développé
son intelligence émotionnelle. Beaucoup sont en souffrance, et c'est vraiment en développant l'intelligence intrapersonnelle puis interpersonnelle qu'on va pouvoir amener un équilibre et une meilleure qualité de vie de ce côté-là. Donc plutôt HPI, plutôt HPE, mais on peut être les deux. Autre question sur HPI, HPE? Alors, je vais quand même rester sur celle-ci parce que y a une question qui revient très souvent, c'est quel test je passe pour savoir si je suis HPI ou HPE ou quoi? Vous n'aurez pas une réponse précise, désolée. Mais voilà, moi j'ai vu récemment un jeune homme, environ 25 ans, tout fier et tout. Il me dit « Ouais, j'ai passé le test de HPI, je suis HPI. » Je dis « Oui, tu as passé le test de HPI, ça te dit si tu es HPI. » Mais dans ce test-là, est-ce qu'ils ont mesuré? Est-ce que tu as fait des tests complémentaires qui vont avec l'intelligence émotionnelle et tout? Non, j'ai fait le test HPI. Ce qu'il y a, c'est que donc dans les amalgames, tout le monde croit que c'est HPI. Et HPI, en fait, c'est un test qui va essentiellement mesurer ça et ça. Dans le test de HPI, on ne mesure absolument pas l'intelligence émotionnelle et tout ce qui est à côté. En France, le seul test officiel reconnu par les normaux-pensants, c'est le test HPI. C'est le VAIS-4 qui mesure les deux formes d'intelligence qui sont faites à l'éducation nationale. Et ce VAIS-4, c'est uniquement donc, la logico-mathématique, la linguistique et les circuits neuronaux. Par contre, dans tous les autres pays, les choses ont bien évolué. Ils ont pris en compte cette notion de HPE qui est sortie en 2010. Et maintenant, si vous allez dans les pays anglo-saxons, au Canada ou autres, ça s'appelle un test de douance. Et le test de douance, lui, il doit, hop, là je vais revenir à ça. Ce qui est important aussi, c'est de voir cette partie-là. Est-ce qu'il y a des troubles? Donc il faut que ça soit, je dirais, le plus large possible. Il vaut mieux un test de douance que juste le test HPI. On sait aussi que dans les tests HPI, il y aurait environ 30% des neuroatypiques et des gens qui ont des troubles qui passent à la trappe. Justement parce qu'il y a s'ils sont dyslexiques, plus dysorthographiques ou dyspraxiques, il leur faut plus de temps pour répondre à la question. Et ce n'est pas pris en compte quand on fait le test HPI. Il paraît que 30% environ sont refoulés au test HPI, alors qu'après, ils vont faire un test de douance. Et là, dans le test de douance avec l'ensemble, eh bien oui, c'est au potentiel. Donc, si vous devez passer des tests ou que vos enfants ou des amis le passent, allez plutôt sur les tests de douance. Oui. Justement, le test de douance, le test Le VAIS-4 pour HPI, oui. Auprès de qui on le passe ou on le demande en fait? Parce que j'ai regardé ça un petit peu. Oui. Psychologue, c'est ça qui regarde dans les neuropsychologues. Alors, mais c'est sur quelle demande? Est-ce qu'on va voir son médecin traitant? Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est détecté? Comment ça se passe? selon les situations, moi je dirais que le plus important, c'est que le test soit vraiment fait et qu'il porte autant sur ça que sur ça. En général, vous trouvez des psychiatres ou des psychologues spécialisés. Alors là, il faut faire très attention et que ça soit vraiment des spécialisés neurosciences qui passent des tests. Parce que honnêtement, les tests, vous allez trouver sur Internet de tout. Et ça va aller de gratuit, le petit test suis-je HPE, suis-je HPI, répondez à ces 20 questions et vous le saurez. Bon, ça c'est un peu limite. Et vous pouvez avoir des tests, on peut dire qu'on peut monter jusqu'à 600 €. Et il va y avoir toute une palette. Et selon la particularité, vous avez des tests qui vont par exemple être accompagnés de tests de compétences, si c'est demandé par rapport à un niveau professionnel. Et si c'est des enfants, c'est d'autres types de tests. Donc en fait, il y a toute une palette.
Le plus important, c'est que ça soit vraiment soit un centre spécialisé. Donc, pour les enfants, c'est les CMPP, enfin les centres médicaux qui sont faits au niveau de l'éducation nationale. Et pour les adultes, vous avez toute une palette. Et en fait, selon votre demande, selon votre ressenti et autres, moi, je vous laisse aller chercher ce qui vous correspondra le mieux. Mais le plus important, il faut absolument que ça soit par des spécialistes neurosciences. Parce que les spécialistes neurosciences vont justement pouvoir aller regarder du côté des connexions neuronales, du côté de l'intelligence émotionnelle ou autre. À partir de quel âge ça peut être passé un test? Il n'y a pas d'âge? Alors, chez les enfants, en général, tous les tests pour les troubles, c'est à l'âge de 5 ans, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'enfant a des problèmes et c'est quand il va rentrer au CP qu'on va aller voir les troubles dyslexiques, dyscalculiques et autres. Quelquefois, il peut y avoir déjà à ce moment-là des signes qui font penser que l'enfant est au potentiel. Et donc, ils vont vous le citer à ce moment-là. Mais le réel test de haut potentiel pour un enfant, c'est plutôt 8 ans. Mais ils peuvent déjà être traités. Je disais, j'ai vu une conférence d'un professeur, il disait, il a un petit gamin qui arrive avec sa maman, le petit gamin, il a 5 ans. Et la maman, elle dit, bon, il y a quelques particularités, ça coince un peu à l'école, on vient vous voir pour ça. Ok, et le petit gamin, il avait son nounours dans les bras, et il lui dit, ah, il s'appelle comment ton petit nounours? Ah, il s'appelle Fidèle. Ouais. Alors il dit Fidèle, c'est parce que tu veux être sûr que ton petit nounours, il restera toujours bien avec toi. Et là, le petit gamin, 5 ans, il le regarde et il dit, non, non, Fidèle comme le président Fidel Castro. Enfin, je devrais dire le dictateur. Voilà. Donc là, à 5 ans, on n'a pas besoin d'attendre les 8 ans pour savoir qu'il y a quand même quelque chose. Et honnêtement, les signes apparaissent même chez les bébés à partir de 7 mois. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir que les enfants vont être beaucoup plus attentifs à tout. Ils vont regarder tout, ils vont avoir une réflexion plus rapide, ils vont parler plus vite, ils vont s'intéresser à plus de choses. Voilà. Donc les premiers signes peuvent apparaître dès l'âge de 7 mois. Mais c'est variable, selon qu'on est plutôt HPI, selon qu'on est plutôt HPE. Voilà. C'est bon pour l'ensemble des questions? Allez. On va passer maintenant aux conséquences que peuvent avoir ce fonctionnement particulier dans la vie de tous les jours. Le syndrome de l'imposteur. Sentiment de doute permanent à l'égard de sa propre réussite et de sa propre valeur. Le syndrome de l'imposteur n'est pas spécifique, n'est pas une spécificité, c'est-à-dire que dans toute la population, tout le monde peut avoir ce syndrome de l'imposteur. Mais 20% dans la population générale et au moins 80% chez les hauts potentiels. Pourquoi? Ça peut être bizarre. Alors, je précise aussi que les femmes sont beaucoup plus impactées que les hommes. Eh bien, d'avoir un cerveau qui fonctionne tout le temps, très rapidement, avec des connexions neuronales hyper rapides, capacité de stockage pas mal, à l'école, le gamin il s'aperçoit que il a peut-être de meilleurs résultats, j'ai moins besoin de bosser que les autres, et les choses se font plus faciles. Donc en fait, j'ai pas fait d'efforts. J'ai eu 18 à mes maths, mais vu ce que j'ai travaillé, eux, ils ont révisé pendant 5 heures, moi j'ai révisé pendant 1 heure. Donc j'ai pas fourni de travail. Et donc je suis un imposteur. Ils vont s'apercevoir que j'ai pas suffisamment travaillé. Et là, le moindre échec, entre guillemets, quand tout d'un coup il y a quelque chose, ça y est, et ben voilà, tout le monde va savoir que non, c'est pas cool. Donc en fait,
sont des personnes qui doutent énormément et qui vont toujours minimiser leur réussite. Ah waouh, alors au boulot, super, tu nous as fait un super dossier, là, il est magnifique. Oui, bon, ça va, c'était pas si compliqué que ça, voilà. Je vais à l'école, j'ai un 16 de moyenne en maths, oui, mais bon, j'ai eu de la chance. Ah oui, t'as eu ton diplôme avec mention très bien? Ouais, mais bon, j'ai eu de la chance, je suis tombée sur un sujet que j'aimais bien. Ah bon, il y avait des sujets que t'aimais moins bien? Non. Et t'aurais eu la même chose à tous? Bah ouais, oui, finalement, si je réfléchis, oui. Voilà. Mais non, j'ai eu de la chance. Voilà. Donc, c'est avoir du potentiel, avoir de bons résultats, mais surtout de ne pas se les attribuer. Et de se croire beaucoup, beaucoup plus bas que ce que l'on est. 80% des hauts potentiels. Pourquoi les femmes? Je dirais qu'on est encore dans du patriarcal et dans tout un historique où en fait on s'est très peu occupé des femmes. Voilà. Dans les premiers tests où je disais en 1946 on a trouvé des surdoués et à un moment donné ils se sont dit bah tiens on va les suivre mais on va essayer de les suivre dans toute leur vie. Et là, ils ont pris un échantillon, donc ils ont demandé aux écoles, aux instituts, si vous avez un gamin qui est surdoué, on aimerait bien pouvoir le suivre, voyez avec les parents s'il est d'accord, et puis une fois par an, il aura un questionnaire, et on veut voir toute leur vie jusqu'à ce qu'ils soient adultes. Donc on était dans les années 46 et 50, 60. Le rôle de la femme, il était quoi à cette époque-là? Eh bien oui, je reste à la maison. Donc l'instit à qui on demande, si tu peux nous donner un ou deux surdoués et tout qu'on aimerait suivre. Ah ben on se dit, déjà on prend les garçons. Et puis on prend ceux qui sont les meilleurs de la classe et qui vont sauter une classe. Un Franck Gastambide qui était archi nul, il ne sera jamais suivi. Donc en fait, l'échantillon de départ était déjà faussé. C'est-à-dire qu'on n'a pris que les hommes qui n'avaient aucune difficulté. Et c'est cela qu'on a suivi. Et en fait, ce terme de haut potentiel et la vision qu'on a dans la société, que les hauts potentiels, c'est les gens qui ont réussi, qui sont chefs d'entreprise, de grandes entreprises, le CAC 40, c'est nos ministres, et c'est ces personnes-là. Donc là, on avait déjà un échantillon faussé au départ. Ce qui fait qu'il y a énormément de hauts potentiels qui ne le savent pas. Quand on dit les hommes et les femmes, si on regarde juste les statistiques globalement de ceux qui vont se faire accompagner, soit par un coach, soit par un psy, enfin il y a différentes possibilités. En gros, c'est 2 hommes pour une femme. Sauf que dans la population, on suppose quand même qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Sauf que les femmes, non, ne le montrent pas, intériorisent plus. On attend d'elles, la société attend des femmes qu'elles soient à la maison, qu'elles s'occupent bien des enfants et de toutes ces choses-là. Et c'est encore les bons restants du patriarcat qui sont là. Le deuxième syndrome, le syndrome du caméléon. Donc j'ai noté suradaptation, quitte à tout sacrifier pour plaire à son entourage afin d'être aimé. Et la peur de ne pas être à la hauteur. Ce syndrome du caméléon, en général, il naît chez les enfants dès l'école. C'est-à-dire que le gamin, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose de différent, qu'il a quelque chose de différent, sans savoir quoi. Il va voir que y a... Quand il fait des maths, lui, ça vient tout de suite. Il va tout de suite trouver le résultat, mais il ne va pas savoir comment le faire. Alors que tous les autres, ils rament et tout. Donc, dès l'école, dès qu'il est confronté, on va dire, à un univers de plus en plus large, l'enfant va s'apercevoir qu'il est différent. Et comme il est différent, il va y avoir quand même des gros risques de harcèlement à l'école. Voilà.
Parce que on le sait, et ça a toujours existé et ça existera toujours. Les enfants ne sont pas tendres entre eux. Voilà. Donc le petit noir, le petit gros à lunettes, voilà, la tête de classe, celui qui supporte pas ça, celui qui est différent et autres. Donc on a déjà un risque de harcèlement. Et pour l'enfant à l'école, ce qui va être difficile, c'est que il va subir, entre guillemets, une forme de discrimination. Puisque la discrimination, c'est toujours contre ceux qui sont différents. Mais il ne comprend pas pourquoi. Le petit gros à lunettes, il sait que c'est parce qu'il est petit gros à lunettes et qu'on n'arrête pas de lui dire t'es le petit gros à lunettes. Mais l'enfant au potentiel, ouais, t'es le premier de la classe. Et il ne comprend pas, parce que physiquement, il est comme tout le monde. Je ne suis pas sûr qu'il faille généraliser, puisque on peut avoir des hauts potentiels qui ne sont pas forcément premiers de la classe, qui peuvent être cancres. Absolument. Il y a des potentiels qui ça ne se voit pas forcément. Oui. Donc il ne faut pas forcément tous discriminer. Non. Alors, justement, c'est très bien. Aussi. Voilà. Ce que vous me dites là... Moi, j'ai un enfant qui est au potentiel. Ouais. Il ne fait rien à l'école. Il rentre de la classe, il fait un bowling avec son sac à dos qui glisse au fond de la chambre. Et il a 18 de moyenne générale. Oui. Et en fait, il est très très mal perçu à l'école parce qu'il s'habille en survêtement, en basket. Il a un look un peu racaille. Il fait que des blagues. Il anime la galerie. Il veut se faire passer pour un cancre, en fait, pour ne pas qu'on remarque sa différence. C'est ça. Donc le syndrome du caméléon va faire que les enfants vont adopter un autre comportement que ce qu'ils sont. Donc si je veux être aimé, si je veux être accepté, bah, je vais faire le cancre. Ou je vais faire rire tout le monde. Ou alors comme j'ai des bonnes notes et tout, je vais tous les aider à faire des cours. Voilà. Donc en fait le syndrome du caméléon va faire que l'enfant, mais même après encore adulte, c'est d'adopter un autre positionnement que sa propre identité. Voilà. Mais je voulais revenir sur ce que vous disiez, parce que je l'ai loupé au passage, donc merci pour l'intervention. Il y en a qui sont heureux, malheureux et autres. Grosso modo, si on prend justement toutes les visites chez les coachs, psy, associations, ce que l'on peut voir un petit peu dans le niveau social, les hauts potentiels, on a un tiers qui franchement s'éclatent. Ils ont bien trouvé quel était leur potentiel, comment se gérer et tout, avec une intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle bien développée. Il y en a un tiers qui sont vraiment très heureux. Et c'est vrai, on peut les voir qui font de belles carrières, qui s'impliquent dans beaucoup de choses. Un tiers très heureux et qui n'arrêtent pas de libérer leur potentiel et de l'utiliser plein pot. Un tiers où ça va, voilà, grosso modo, avec les hasards de la vie, comme pour tout le monde, quoi. Donc un tiers, et bien souvent, il y en a qui ne le savent pas. Il y a énormément de gens qui ne savent pas qu'ils sont au potentiel. Et un tiers en assez grande souffrance. Je dirais que le tiers qui est en souffrance, c'est bien souvent parce qu'il y a un trouble associé. Je parlais de Louane. Elle est beaucoup plus, elle est impactée par son trouble du déficit de l'attention et son hyperactivité. Ça, c'est des gamins à l'école, 2 heures assis dans un cours de maths à pas dire un mot et à bosser. Quelqu'un qui a un TDAH, il ne tient pas, il demande toutes les 5 minutes, je peux aller aux toilettes, je peux faire ci, je peux faire ça. Dans une conversation, il va avoir plus de difficultés. Parce que ça va tellement vite dans sa tête que ça part. Donc en fait, le tiers qui est le plus en souffrance, c'est souvent le trouble associé qui fait que c'est plus difficile. Mais là où c'est intéressant de savoir qu'on est au potentiel alors qu'on a des troubles, c'est que au potentiel, c'est une richesse de ce mode de fonctionnement qui fait qu'on peut mieux gérer. Quelqu'un qui est au potentiel plus TDAH, une fois qu'il comprend bien, c'est pour ça que c'est important d'avoir les tests qui couvrent le tout, une fois qu'il comprend bien ça, il peut trouver les ressources pour s'autogérer.
Mais dans le syndrome du caméléon, on va retrouver justement... Alors, le bon côté, si je reprends l'ombre et la lumière, le bon côté du trouble du syndrome du caméléon, c'est que ça donne des capacités d'adaptation extrêmement fortes, puisque dès l'enfance, la personne concernée s'adapte toujours à sa famille, à ses petits copains à l'école et tout. Donc ça développe une capacité d'adaptation qui est très intéressante et qui peut être justement une force dans une carrière professionnelle derrière. Mais ça peut être aussi une souffrance. Et là où il va y avoir un gros risque, c'est que la personne devienne tellement caméléon, voilà, qu'elle nie sa propre identité et qu'à un moment donné, voilà, quand sa propre identité, on l'a au fond de soi, on l'a bien cachée, on a mis un paquet dessus et je ne me comporte que en syndrome du caméléon, ça fait du dégât quand même à un moment donné. Ça ne peut pas fonctionner, par exemple, dans un couple. Si la personne est quelqu'un d'autre. Dans un couple, si la personne se comporte, tu veux que je sois comme ça? Ok, je suis comme ça. Mais non, au quotidien, jour et nuit et tout, c'est impossible. Donc, ça peut amener quelques problèmes. Le syndrome de Cassandre, celui-là, bon, on en parle moins. Est-ce que vous savez qui est Cassandre? Alors, c'était dans la mythologie grecque. Nous avions, c'était Apollon, qui avait des vues sur la belle petite rouquine, là. La petite Cassandre, elle me plaît bien. Donc, si je la veux dans mon lit, je vais lui donner un don. Et il lui donne le don de clairvoyance, d'intuition, de voir les événements qui vont se passer. Sauf que Cassandre, une fois qu'elle a eu son don, non, voilà, elle dit non, moi j'en veux pas, hop, et elle se refuse. Et là, un don qui est donné, on ne peut pas le donner, on ne peut pas le reprendre. Donc il a envoyé un contre-don, entre guillemets, et il a fait que personne ne la croirait quand elle dirait ce qui va se passer. Voilà. Et le cheval de Troie, tout le monde connaît l'histoire du cheval de Troie. Bien Cassandre, elle le savait. Elle voyait ce qui allait se passer. Elle leur a dit. Et personne ne l'a cru. Et la ruse du cheval de Troie a fonctionné. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'appelle maintenant le syndrome de Cassandre? C'est que justement, ce cerveau, avec ses connexions neuronales hyper rapides, une vue systémique complète, un mode de fonctionnement, ça aussi c'est un mode de fonctionnement qui est très intéressant, c'est qu'un haut potentiel, quand il y a le mot problème et qu'il voit apparaître un problème, le mot problème ne s'arrête pas là. Avec le mot problème, il y a automatiquement le mot solution. Voilà. Dès que le problème apparaît, le cerveau se met systématiquement en recherche de solutions. Ce qui n'est pas le cas, en général, des normaux pensants. On trouve un problème, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis on se met à réfléchir pendant X temps. Et alors que chez le haut potentiel, oui, on se plaint, et puis on attend que quelqu'un d'autre, si possible, puisse avoir la solution. Voilà. Alors que le haut potentiel, le mode de fonctionnement, c'est automatique. Il n'a pas à se dire, il y a un problème, qu'est-ce que je vais faire? C'est automatique. Et donc, ce sont des personnes qui vont avoir une vision systémique de la situation, la plus complète qui existe. Et donc, la personne va très rapidement voir ce qui va se passer, ce qui peut se passer et quelle serait la solution. Donc vous imaginez dans une entreprise, il y a une équipe, puis on a quelqu'un qui est là au milieu de l'équipe, qui a cette particularité et qui est toujours en train de trouver avant les autres. Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, soit il est rejeté, parce que c'est toujours lui qui sait, on en a marre, ou alors non. Lui, il sait toujours. Donc, comme il y a un problème, alors, il peut ne rien dire, ne rien faire, mais en fait, c'est ce qui va se passer par les autres. Donc, soit les autres vont dire, oui, ça y est, il la ramène encore, il a toujours trouvé la solution avant tout le monde, ou alors tout le monde se dit, de toute façon, lui, quand il y a un problème, il trouve le truc. Donc, c'est lui qui va faire. Voilà.
Et en gros, ça peut être celui qui se tape les plus gros dossiers, les plus hard. Et le syndrome de l'imposteur, il a comme conséquence d'être très exigeant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il se dit moi j'ai trouvé en 1 heure, les autres en 4, j'ai pas assez bossé, donc il faut que je bosse plus. Donc ça va être des gens qui vont être des hyper-perfectionnistes. Donc le gars, non seulement il est hyper-perfectionniste, donc il va bosser, et il y a tous les collègues qui vont dire gros dossier, gros problème, c'est pour lui. Et là, quel est le risque derrière ? Le burn-out. Vous disiez ? Surménage, ouais. Voilà, surmenage, burn-out et voilà. Et difficultés relationnelles dans l'équipe, on en a marre, bon de toute façon t'es pas le chef, pourquoi tu la ramènes, enfin voilà. Et ça c'est un petit mélange de Cassandre et de syndrome de l'imposteur. Donc dans le professionnel, c'est ça les points de vigilance qu'il faut avoir. 1. La grande solitude. 3 formes de solitude chez le haut potentiel. La solitude subie, la difficulté à se créer des relations. Parce que c'est vrai que des bonnes relations, c'est avec des personnes avec qui on se comprend bien. Et il y a ce côté intuitif, il y a ce côté d'avoir des conversations intelligentes, constructives. Et bien souvent, ce n'est pas forcément toujours évident pour tout le monde. Donc, c'est valable autant pour des gamins à l'école. Donc, il va falloir trouver, par exemple, des subterfuges ou différentes choses pour se créer des relations. Je vais être le pitre. Voilà, je vais être celui qui aide les autres à faire ses devoirs après. Donc, c'est devoir trouver quelque chose. Il y a quelque chose de plus à faire. Donc, ça, c'est la solitude subie. Le vécu de solitude, seul parmi les autres, j'aime bien prendre l'exemple d'un Belge qui serait malencontreusement livré au Canada. Il est comme tout le monde, mais il voit bien qu'il y a une différence. Et il ne sait pas pourquoi. Donc, le vécu de solitude seul par rapport aux autres, on est aussi très lié là au syndrome du caméléon. Voilà. Je suis dans un dîner, c'est bien, ils sont tous là, dégoisés les uns sur les autres. Il n'y a pas de conversation intéressante. Bon, je fais mon caméléon, mais je me sens seule parce que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive et j'arrive bien à discuter avec lui. Ça, c'est génial. Mais s'il n'y a pas quelqu'un dans la soirée qui va être comme ça, c'est un petit peu de l'ennui. Donc ça, c'est le vécu de solitude seul par rapport aux autres. Et puis, la solitude choisie. Le besoin de s'isoler. Alors ça a l'air anodin, mais c'est quand même très important. On a vu que c'est un cerveau qui n'a pas de bouton off. C'est épuisant. On a vu que les sensations et les émotions sont d'une intensité beaucoup plus haute. Donc ça, ça prend énormément. Et un haut potentiel, je dirais, a besoin au quotidien d'avoir au moins une pause d'une demi-heure, 1 heure, pour souffler et faire redescendre la pression, parce que c'est une forme de pression. Voilà. Mon cerveau qui en veut toujours, et de l'autre côté, toutes mes sensations. Voilà. 1 demi-heure, 1 heure. Mais si on se connaît, je reprends l'exemple d'un couple, on explique que, écoute, pour que le couple fonctionne bien, on doit dire une bonne communication, de bien connaître comment l'autre fonctionne. Voilà, si la personne dit, écoute, moi j'ai besoin tous les jours, quand je sors du boulot, j'ai besoin d'1 heure pour moi, avant de pouvoir être bien à la maison, dans les activités et tout. Donc, je vais aller marcher dans la nature. Alors ça, la nature, c'est quelque chose qui ressource énormément parce qu'on y décharge le trop-plein, le négatif, et on se recharge en positif. Donc 1 heure par jour, c'est quand même quelque chose de bien. Et là, on est dans la solitude choisie. Il y en a beaucoup qui disent que les hauts potentiels sont des gros procrastinateurs. Voilà. Eh oui. Eh oui, on le voit toujours, pendant 1 heure, il est enfermé dans sa chambre sur ses jeux vidéo. Alors, toujours besoin d'aller, voilà. Et les personnes se disent, voilà, c'est un petit peu un feignant, quoi, un bon gros
procrastinateur. Vous pouvez avoir des fois, selon la vie professionnelle, sociale, avec les enfants et tout, si je peux avoir une après-midi entière où je vois personne et où je fais rien de rien, tout le monde va se dire « Ouais, elle est en train de faire la grosse feignasse là ». Non, c'est un besoin. Ça, il faut le savoir. Donc, si vous en connaissez et que vous voyez que régulièrement il s'éloigne, il faut le faire. Donc, on va rentrer maintenant dans les détails pratiques. J'ai pas l'heure. Est-ce que quelqu'un a l'heure pour voir un petit peu que je me colle au timing ? 49, oui. Bon, de toute façon, ça s'arrête à 10h, mais je reste encore là jusqu'à midi pour en discuter. Parce que je sais qu'à chaque fois, c'est comme ça. Alors, bon, faire du sport, ok. Nourrir son esprit. Nourrir son esprit, ça, c'est la partie droite du cerveau. Nourrir son esprit. Comme il n'y a pas de bouton off, et là, on va être particulièrement, je vais regarder chez les enfants. Ils ont besoin d'apprendre. Enfin, non, surtout pas. J'ai dit le mot faux. Un enfant ne veut pas apprendre, il veut comprendre. Et c'est ça aussi qui fait qu'il y a du décalage avec l'éducation nationale. Et oui, au niveau de l'éducation nationale, on y va, on apprend ça. Tu apprends en maths que tu as ton équation de départ et tu dois faire ça pour arriver au résultat. Ouais, sauf que le petit gamin, il a compris, mais il a compris d'une autre façon avec ses connexions neuronales et là, hop, il arrive en bas. Ça a beaucoup changé, si je peux vous dire. Ah oui, ça change beaucoup. Oui, je fais une caricature depuis 1905, là. Mais le système, enfin la création du système change pas assez vite. Hein, parce que moi j'ai quand même une amie qui a voulu créer une école spéciale justement pour tous les gamins qui ont des troubles 10, oui, mais qui convient pas seulement aux enfants qui ont des troubles 10. ouais. Et on lui a mis des bâtons dans les roues. Ah Parce ben oui. En fait, il faut que les gamins ils soient dans la norme. On sait très bien qu'on peut pas. C'est le accompagner système des correctement. normaux-pensants. La norme gamins. est écrite pour... On peut pas voilà. des autres. Là. Donc, nourrir son esprit, un enfant a besoin de comprendre les choses. Donc, pour les enfants, ce qui est important, c'est de trouver le truc où vraiment il s'éclate là-dessus. J'ai un ami, son gamin adore faire des dessins de manga. Voilà, c'est son passe-temps. Voilà, quand il s'ennuie à l'école, quand il a tout compris et tout, il est tout le temps en train de dessiner des mangas. Lui, et il dit, mais je vais à l'école, je m'ennuie, papa, je m'ennuie, qu'est-ce que je fais et tout. Voilà, eh bien, puisqu'il fait des mangas, il faut lui donner un super projet. Et si tu faisais une BD manga qui pourrait être éditée, et là, waouh, le gamin, il va être super. J'ai mon petit côté dessin et je vais pouvoir en faire un gros projet. Donc, nourrir son esprit, parce que si on ne nourrit pas l'esprit avec des choses intéressantes où la personne peut s'impliquer, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que l'esprit va se mettre à ruminer. Et à ruminer les choses qui ne sont pas cool, qui ne sont pas sympas et tout ça. Et si on est dans la rumination et dans le mal-être, vers quoi on peut arriver ? Dépression. Là, on est encore, ça va. Addiction. Ça peut arriver au suicide. Bon, ça, c'est des choses... mais ce n'est pas une spécificité au potentiel ni rien. Je dirais que pas forcément, parce que quelque part, la personne sait qu'intérieurement, elle a des ressources. Le plus grand risque, c'est les addictions. Ah oui, parce que là, quand vous rentrez dans une addiction, pas facile de s'en sortir. Chez un enfant, une addiction ? Ah oui. Ça peut être quoi comme addiction ? Dont à l'écran ? Est-ce que vous savez quelle est une des plus grandes addictions que les coachs vont devoir traiter dans les années à venir ? À l'écran. Alors, il y a les écrans, celle-là, on la connaît. Comme je dis, moi, je dis toujours les choses que généralement, on ne dit pas tout haut. Vous dites ? Moi je dis le sucre. Oui, celle-là, elle est connue. Une des plus grosses addictions qui va vraiment impacter les années à venir et autres, c'est l'addiction au sexe. L'addiction au sexe. Et est-ce que vous savez que environ 30% des enfants de moins de 12 ans ont déjà vu du porno sur un smartphone ?
50% des moins de 15 ans ont vu du porno sur les smartphones. Et qu'est-ce qu'ils font ? Quand on est à la puberté, à la préadolescence ou à l'adolescence, comment on va faire ? Voilà. Eh ben, qu'est-ce que je fais ? Je vais voir des films porno pour voir comment on fait. La première fois que je serai avec une fille, au moins je saurai ce que je vais faire. Et là, l'addiction, elle est en train de commencer. Elle commence à ce moment-là. Et quand je parle d'addiction au sexe, ça peut être tout simplement de regarder du porno au quotidien. Quand vous voyez que de moins de 15 ans, tous ont vu du porno, et qu'ils arrivent à en regarder jusqu'à une fois par semaine, mais ça, les parents ne le savent pas. Là, on est dans les tabous. J'ai vu, alors là, la dernière fois, c'était une question qui avait été posée aux hommes. Et donc, c'était une étude justement sur la consommation de porno, quand je dis de porno, film porno ou tout ce qui tourne autour, quoi. Il posait la question aux hommes, vous est-il déjà arrivé de dire non à votre femme pour un rapport sexuel pour plutôt regarder un porno ? Quel est le pourcentage d'hommes qui ont répondu oui ? Pas loin de 50, on est à 45. 45% des hommes ont déjà dit à leur femme non, non, et ils se sont regardés un porno. Voilà. Là, on est dans les prémices des addictions liées au sexe et à Internet. Si je rejoins un petit peu votre raisonnement, dans ce cas-là, on y est en plein dedans. Ah ben on y est dedans. Étant donné que On y est dedans. on a baissé de plus de 60%, justement, il n'y a plus de rapports quasi sexuels. On n'est pas encore au niveau du Japon, mais on n'est pas loin encore. On a Oui. baissé les pays asiatiques. Ah, exactement. Là, on est en train de verser dans un côté où, je dirais, c'est la différence entre faire l'amour et baiser. Voilà. Donc, vous trouvez quoi sur les smartphones ? Eh bien oui. Voilà. Faire l'amour, on est dans la relation humaine, on est dans l'écoute de l'autre, on est dans ce domaine-là. Et ce domaine-là, s'il n'est pas expliqué par les parents, si c'est un déficit, on va dire, au niveau de l'éducation parentale. Dans l'éducation nationale, normalement, il y a des cours sur le sexe, mais là, on n'est pas sur ce domaine-là. On n'est pas du tout sur ce domaine-là. Et donc, on n'en parle pas avec les parents, on n'en parle pas à l'école. Et en gros, nos pré-ados, ados et autres, qu'est-ce que je vais faire quand je vais rencontrer une fille ? Je vais sur mon téléphone. Et sur mon téléphone, on ne trouve pas ça. Et donc, en fait, ça modifie totalement. Et c'est vrai que le Japon en est arrivé. Alors, eux, ça a été, c'est sous une autre forme, mais c'est... Ah, mais oui! Mais maintenant, au Japon, il y a des cours pour aider les ados à draguer, entre guillemets. Et oui, ils ne savent même plus draguer, ni plus rien. Et donc, nous, ici, on est dans les débuts. Et franchement, pour les années à venir, donc, par pitié pour vos enfants et tout, expliquez-leur ce que c'est que faire l'amour et être amoureux et être... Voilà. C'est délicat, mais soit c'est délicat et... D'informations, à mes yeux, en fait, c'est le contraire, c'est qu'il y a tellement d'accès, il y a tellement d'informations, il y a tellement d'accès à l'information que... Oui, mais l'accès à l'information, c'est un accès sur une forme d'information. L'autre forme... C'est l'éducation au sein de la famille. Exactement. C'est la première des éducations. Voilà. Mais c'est tellement difficile des fois. C'est pas au collectif à le faire. Non, mais il y a des parents qui... Non, surtout pas. Surtout pas, Alia. Mais il y a des parents qui savent pas comment faire avec leurs enfants. Et puis, on n'en parle pas. Eh ben, c'est tabou, on n'en parle pas. Donc, Jean-Marc, j'ai abordé le sexe. Hein. Avant la conférence, je disais que j'aborde tous les sujets, y compris les tabous. Et il m'avait demandé, ah oui, tu parleras de sexe ? Eh ben oui, j'en ai parlé.
Alors, bien s'entourer, amis et collègues, etc., etc. Bien s'entourer, c'est surtout, on l'a vu dans le syndrome du caméléon. Voilà. Donc, soit on est dans un environnement et on fait le caméléon et on s'adopte à l'environnement qu'on a, y compris ceux avec qui on n'est pas forcément très très bien et tout, mais bon, il faut le faire. Voilà. Non, bien s'entourer, bah, écoutez, choisissez qui sont vos amis. Est-ce que vous savez que nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus? Et ça, c'est pas un truc que je vous dis comme ça, c'est de nombreuses études qui le disent, qui ont été faites dans des tas de pays. Nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Exactement. Voilà. Donc, si vous êtes... Posez-vous tous la question. Pour vous individuellement, mais pour vos enfants, pour les personnes qui sont autour de vous. Je vais vous faire la caricature l'amateur de foot avec la bière et tout. Voilà. Si ces 5 potes, c'est la même chose, eh ben, ils resteront toujours les mecs, les footeux qui vont boire des bières et voilà, ils sont dans ce truc-là. Parce que, bon, il se trouve que c'est vos cousins, c'est vos voisins, on vous dit, bah, ouais, allez, viens avec nous. Non, c'est pas trop mon truc, quoi. Et donc, si on est dans le syndrome, quelqu'un qui est dans le syndrome du caméléon, qui veut se faire accepter, aimer et autres, qu'est-ce qu'il va faire? Il va y aller avec les buveurs de bière et au foot, même s'il n'aime pas le foot et la bière. Voilà. Donc, ça aussi. Alors, ça, c'est bien s'entourer. Quand on sait et qu'on sent que, bon, avec quelqu'un, on n'a pas forcément énormément d'atomes crochus, essayons de voir si avec d'autres, je pourrais peut-être diminuer, moins voir un tel, et peut-être plus voir un tel. Parce que plus on s'entoure bien, et plus on s'épanouit dans cette particularité. Alors, c'est pas forcément facile, parce que si on prend les chiffres, grosso modo, un haut potentiel, ça fait à peu près une personne sur 20. Dans une classe, ça fait 1 ou 2 enfants par classe. Voilà. Si vous avez un enfant qui n'est pas bien à l'école, essayez peut-être de trouver ne serait-ce que des activités qui vont lui plaire. S'il veut faire le syndrome du caméléon et faire comme tout le monde et puis aller jouer au foot alors qu'il n'a pas envie de ça et qu'il va au foot pour quand même avoir des copains de son école, non, il y a peut-être un cours de théâtre qui va vraiment l'intéresser. Et ça, le théâtre, je peux vous dire que c'est une activité qui est vraiment très intéressante parce que ça permet de sortir tout ce qui ne sort pas habituellement. Donc, voilà. On est la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Donc, dans vos enfants, essayez de voir dans ses copains, copines, s'il n'est pas bien dans sa classe, il y a peut-être, je dis, un cours de théâtre ou quelque chose qui l'intéresserait plus, où il serait plus avec des enfants, où il s'épanouirait mieux que de souffrir et de faire le caméléon. Bien s'entourer, important. Pratiquer la cohérence cardiaque. Qui connaît la cohérence cardiaque ici? Ah, bien. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc pour moi génial. On devrait l'apprendre dès l'école. La cohérence cardiaque, c'est tout simplement un exercice de respiration qui dure 5 minutes. Il est conseillé de le faire 3 fois par jour, matin, midi, soir, parce que les bienfaits, généralement, durent à peu près 4 heures derrière. C'est avoir tout simplement une respiration. Allez, je vous le fais. Je respire jusqu'à 5 par le nez. Je souffle doucement jusqu'à 5. Comme c'est un truc gratuit, naturellement, personne n'en parle. Sauf que si vous allez sur Internet, tous ceux qui en parlent, c'est quand même des chirurgiens, des cardiologues et autres qui disent de le faire. Et vous avez des applications qui sont très très bien faites, parce que quand vous faites ce truc-là pendant 5 minutes, ce qui est bien, c'est de fermer les yeux et de rêver à quelque chose qui est très bien. Vous voyez, la belle plage en Martinique et tout, vous voyez là. Et en fait, vous avez des applications, soit avec des bruits de nature, soit avec des bruits justement de la mer et autres. Et il y a un dong, voilà, donc vous n'avez pas besoin de compter ni rien, il suffit de se mettre assis, fermer les yeux, écouter, vous imaginez au bord de la mer. La cohérence cardiaque, elle a des bienfaits sur tout. Sur l'insuline,
sur la dopamine, sur le cortisol qu'elle va faire baisser, elle va faire monter la DEHA. Et ça a vraiment des bienfaits, mais alors super. Le faire matin, midi, soir, alors vous allez vous dire, pourquoi les hauts potentiels? Mais parce que justement, on parlait de devoir s'apaiser, besoin de faire du sport, besoin de faire des choses comme ça. La cohérence cardiaque, je dirais qu'elle devrait être obligatoire pour tous les hauts potentiels. C'est vraiment un moyen de s'apaiser. La fameuse intensité qui est dans les émotions et dans les sensations, le pas de bouton off et tout. La cohérence cardiaque matin, midi, soir. Pour vous donner un petit exemple, quand ça a été trouvé dans les années, ça date des années 1930, 1940 et tout, aux États-Unis, ils ont même fait un test sur dans un établissement où il y avait ce qu'on appelle les primo-délinquants, qui étaient plutôt des ados, et ils ont fait une connerie, ils se prennent quelques mois, on les met dans un dispositif où on va les aider. Ça se fait actuellement, on l'a aussi en France et tout. On les met dans ce dispositif-là. Et donc, ils ont pris un test, ils ont fait un test dans quelques établissements, et avec ces jeunes-là, alors, avant qu'il y ait le test, et sans pratiquer la cohérence cardiaque, le taux de récidive à la sortie de prison, pour ces primo-délinquants, taux de récidive d'environ 85%. Et puis, ils ont pris donc plein de petits groupes, par-ci, par-là, à qui ils ont fait faire cet exercice de cohérence cardiaque. Alors eux, ce n'était pas 5 minutes, c'était une demi-heure. Une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi. Mais bon, quand vous êtes dans la chaise longue, avec un doux bruit de nature et tout, où on vous demande, vous n'avez pas à compter ni rien, c'était comme une bonne sieste tranquille pendant une demi-heure, quoi. Et on leur disait que ça faisait partie du dispositif et ils devaient le faire. Donc ils étaient dans la salle pendant une demi-heure, cool, relax, j'ai juste à respirer et tout en même temps. Et ils ont fait après le calcul, après avoir fait un certain nombre de groupes, le taux de récidive dans ces groupes-là n'était que de 50%. Comme quoi, l'apaisement intérieur peut permettre aussi de faire un travail d'apaisement et de ne pas retomber dans certaines choses. Ça, c'est valable autant pour des addictions que... Ouais. Je voulais dire que la cohérence cardiaque n'est peut-être pas forcément facile pour tous les HP, puisqu'il y a ce trouble de l'attention aussi, et de la concentration. Ça demande quand même de la concentration, c'est comme la méditation. Oui, je ne parle que au potentiel. C'est vrai que j'ai éliminé les troubles. C'est vrai que pour un TDAH, ça va être plus difficile. Ouais. Mais 5 minutes matin, midi, soir, la demi-heure, c'était un test sur... voilà. Mais 5 minutes matin, midi, soir, normalement, un TDAH, ça lui va. J'en connais, et j'en connais qui le font, et qui me disent... Heureusement que j'ai ça de temps en temps, quoi. Parce que quand on dit matin, midi, soir, c'est quand on veut le faire régulièrement. Honnêtement, si vous le faites matin, midi, soir, au bout de 3 semaines, ça fera partie de vous et vous en aurez les bienfaits et vous continuerez. Mais ça peut se faire aussi... là, je suis 2 heures avec vous et je suis en train de faire une conférence. J'avais peut-être un petit stress avant. Je me fais 2, 3, voire 5 minutes de cohérence cardiaque. Ça fait du bien. Voilà. Donc, il y a les situations stressantes. On se fait quelques minutes de cohérence cardiaque juste avant. La pression, elle est redescendue et on peut y aller. Donc, c'est utilisable dans le professionnel aussi. Donc, avoir des activités apaisantes, ok. Et pour finir la présentation, ça, c'est la présentation par David Lefrançois, qui est donc... fondateur de l'Institut des neurosciences appliquées, avec qui je travaille donc depuis maintenant un certain temps. Et lui insiste beaucoup sur ce côté, et là on va être sur notre cerveau droit. Voilà, hypersensible, régi par l'affectif, avec câblage neurologique particulier. Les HP sont des personnes souvent malheureuses qui se sentent inadaptées dans ce monde, aidons-les à s'intégrer. Donc là, c'est vrai que, quand je disais, il y a un tiers qui va très très bien, un tiers moyen et un tiers pas terrible. L'objectif, c'est quand même, si on est dans le tiers pas terrible, d'arriver dans le moyen, et si possible dans le moyen, libérer son potentiel pour arriver au premier. Donc lui, il est beaucoup plus
sur cette sensibilité et sur les choses que l'on peut faire pour s'épanouir avec cette particularité-là. Et il y a l'autre que j'aime bien, Fabrice Michaud. Alors lui, spécialiste, lui, il est sur les HPI, THPI et TTHPI. Alors très HPI et très HPI. Là, on passe à du QI de 160 jusqu'à 175. Et j'aime bien. Être au potentiel et ne pas le savoir, c'est comme rouler en Ferrari avec le frein à main pour aller acheter son pain. Qui a envie de lâcher le frein à main de sa Ferrari et de passer la 3e ou la 4e pour aller faire une petite balade sur la corniche de Nice ou de Monaco? Voilà, il y a du potentiel. Alors, moi, le terme haut potentiel, je l'ai en horreur. Ah ouais, je n'aime pas du tout ce mot-là. Par contre, j'aime bien le mot quand même potentiel qu'il y a. Parce qu'il y a du potentiel qui n'est pas forcément toujours exploité. Donc ici, au potentiel en France, je trouve que justement, ça alimente beaucoup trop les amalgames, les hauts potentiels, c'est les grands patrons d'entreprise et tout ça. Et en anglais, par exemple, c'est gift, c'est les talentueux. Voilà. Et il y a une des spécialistes qui travaille beaucoup sur les hauts potentiels, qui les a même surnommés pour trouver un autre nom, parce que pratiquement tout le monde a horreur de ce nom haut potentiel. Elle les a appelés les émotifs talentueux, ce qui donne les lettres IT. Je ne suis pas dans mon monde. IT, émotif talentueux. Donc talentueux pour cette puissance d'ordinateur, émotif pour l'intensité de ce qu'il peut y avoir. Donc, grosso modo, voilà, maintenant qu'on a encore un petit peu de temps, quelles seraient les questions que vous auriez, auxquelles je n'aurais pas répondu? Vous avez commencé votre conférence par l'historique qui commençait dans le début des années 1900. Ouais. Est-ce qu'on a identifié les hauts potentiels avant et comment ils ont été considérés? Est-ce qu'ils ont été bannis, considérés comme des fous dans les Non. années avant? Comme des sorcières, Non, alors, oui, et j'ai bien aimé sorcière et pas sorcier. Voilà. Ah bah oui. Bah, je suis une femme, donc voilà. plus Oui, concernée par oui. les femmes. Mais c'est vrai qu'on parle toujours des sorcières. Voilà. Les sorcières, on est dans le syndrome de Cassandre. Voilà, la vision des choses et autres. Et voilà la différence. Donc dès qu'il y a une différence, si on est dans la naturopathie, la sophrologie ou toutes ces choses-là qui ne sont pas des choses normales, à l'époque, c'était des sorcières et elles étaient bannies, quoi. On s'en prenait moins aux sorciers, parce que les sorciers étaient des druides. Et oui, ils étaient des druides, ils nous faisaient des potions et tout. Alors que la femme, c'était la sorcière et elle était à bannir. Donc dans l'historique homme-femme, on peut déjà remonter à cette époque-là. D'autres questions? Par rapport au personnage, alors c'est vraiment un exemple, mais celui qui m'a beaucoup manqué dans la présentation des gens qu'on connaît et qui sont au potentiel, Oui. c'est Léonard de Vinci. Ah bah oui. Parce qu'on a parlé de... C'est pour ça que j'ai pris qu'Einstein, mais en gros, si on les prend tous, Aristote, Platon, voilà. Mais de Vinci, je trouve que vraiment, dans sa... Enfin, on dit toujours qu'on est créatif, et c'est parce que, à mon avis, c'est parce que Au revoir. les zones de notre cerveau qui s'allument et qui ne s'allument pas chez les autres quand on fait un exercice, c'est parce qu'on essaye de faire des liens tout le temps, et donc du coup de créer une nouvelle solution. Et de Vinci, vraiment, quand on va voir les œuvres qu'il a créées, il a vraiment modélisé chaque solution qu'il trouvait, et il l'adaptait dans un autre domaine, et ça, franchement, pour moi, c'est vraiment le summum du multipotentiel, quoi. Quand on était sur le cerveau, je citais la grande créativité. Et ça, actuellement, donc dans les études neurosciences, ils sont beaucoup en train de travailler sur justement la créativité. D'où est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'elle est plus forte chez les HPE ou HPI? Et il y aurait vraiment une spécificité de la créativité. Je vais vous donner un exemple. Le chanteur Slimane ou Ed Sheeran. Voilà. Ed Sheeran, il écrit une vingtaine de chansons par jour. Mais il n'est pas content de 19 de ses chansons et elles sont toutes, il les met toutes de côté parce qu'il dit non, je ne veux pas publier un truc comme ça. Il a une créativité qui est inimaginable.
Si on prend Slimane, qui a été donc découvert à la Starac pour sa voix, il faut savoir que c'est un auteur-compositeur qui écrit pour énormément de personnes. Il a fait des chansons à Johnny Hallyday, à Zazie, à des tas de personnes. Parce qu'il a une créativité, il arrive à ressentir les choses. Et donc lui, ça n'est pas que sa voix. Il est surtout auteur-compositeur. Donc les recherches en neurosciences actuellement sont beaucoup centrées sur la créativité. Quelles sont les zones du cerveau, les connexions neuronales à faire fonctionner. Et c'est une des caractéristiques. C'est un sujet qui serait, pas le temps de le traiter là, mais ce serait intéressant aussi l'aspect plasticité et place de l'inné et de l'acquis, notamment chez les enfants, puisque apparemment la plasticité du cerveau est telle que ça a un gros impact chez les enfants, notamment le fait qu'on entretienne ou pas en potentiel. C'est ce qu'on appelle, donc en neurosciences, c'est la neuroplasticité du cerveau. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent, bon, bah, je suis comme ça, hop, je serai comme ça jusqu'au bout. Non. La neuroplasticité fait que notre cerveau, on peut modifier tous nos comportements. On le verra, donc je ne sais pas si vous avez vu au départ, j'ai fait une convention de partenariat avec Marie Di Franco, et où je vais faire des ateliers neurosciences 4 à 5 par an. Donc celui d'aujourd'hui est sur les hauts potentiels, les autres seront sur d'autres thèmes. Normalement, la prochaine sera comment gérer ses peurs et son anxiété. Voilà. Et là, on est totalement dans la neuroplasticité. C'est-à-dire que j'ai peur, je reprends l'exemple de mon araignée, j'ai pas peur d'une petite araignée où je peux être au niveau intensité, phobie à 10. Voilà, il y a des gens qui vont dire, bah non, moi je suis, c'est phobie. Et ben voilà, je serai comme ça. Ben non, une phobie, on peut la diminuer. J'ai un ami qui est coach et qui, lui, s'est spécialisé dans l'aviophobie, la peur de prendre l'avion. Je connais quelqu'un qui est un Portugais qui habite à Munich. Il a tellement peur de l'avion qu'il y va en voiture. Hein. Il se fait Portugal-Munich en voiture à cause de sa peur de l'avion. Et il pense qu'il fera toujours ça toute sa vie. Mais non, la neuroplasticité, c'est qu'on peut modifier tout, y compris sa peur. Donc, il est à la phobie. Le mieux, c'est déjà essayer de descendre. Bon, je suis un petit peu en avance sur le prochain atelier. Là, je vous expliquerai le rôle de l'amygdale, les uns, les autres, comment ça fonctionne et comment on peut se libérer des choses et comment on peut évoluer. Et ça, j'ai été surprise de voir une statistique qui m'a un petit peu horrifiée. 80% de la population pense se connaître et puis c'est bon. Je me connais, je suis comme ça. Oui, je suis née comme ça. J'ai peur des araignées, bah oui, je suis née comme ça et je ne changerai pas. Et sur ces 80%, vous en avez peut-être 30 ou 40 qui vont aller regarder des tas de sites de développement personnel. Alors, je suis dans le développement personnel, mais pour moi, je n'aime pas ce terme-là, parce que à peu près la moitié des gens enfin plus de la moitié des gens qui vont voir des sites de développement personnel, ils vont regarder des choses pour pouvoir comprendre et analyser. Vous savez ce que je disais tout à l'heure ? Pour comprendre, ah, j'ai peur de ça, j'analyse, ah, bah c'est à cause de ça. OK. Et je m'en contente, et je m'arrête là. Plus de la moitié des gens qui vont voir du développement personnel, bah, ils sont contents parce qu'ils mettent des mots sur leurs mots. M-A-U-X. Mais combien veulent agir ? Il y en a très peu. Très peu. Et bien souvent, les gens vont agir quand vraiment ça devient trop hard, ils vont voir un psy, ou quand vraiment ils se disent « Ah ouais, là j'aimerais bien avancer, bon, j'y arrive pas tout seul, je vais voir un coach, ou je vais voir une association, ou je vais voir quelque chose comme ça. » Il n'y a pas 20% de la population qui pense pouvoir évoluer et qui veut évoluer. Alors que la neuroplasticité, c'est que justement, quand j'ai parlé des connexions neuronales, les connexions neuronales, c'est une habitude. Ça se casse et ça se modifie. On peut changer. Ce n'est pas des choses automatiques.
c'est des choses qui viennent de notre enfance, c'est des choses qui viennent de notre éducation. Mais notre cerveau peut évoluer s'il le veut. S'il le veut. Donc comprendre, analyser et agir, moi j'essaye de vous donner un maximum de trucs pour agir. Mais vous êtes les seuls à pouvoir décider si vous voulez agir et évoluer. Autre question ? Oui. Les personnes troubles 10, Ouais. TDAH, tout ça, c'est obligatoirement neuroatypique ou elle peut mettre Non. Les troubles concernent toute la toute la population. population. Mais ça touche 10 à 20% des normaux-pensants et 30%, voire plus, pour les neuroatypiques. Voilà. Mais les troubles, c'est pas du tout de la neuroatypie. Et pour en revenir à la neuroplasticité, il y en a beaucoup qui me posent la question, mais quand je découvre que je suis au potentiel, finalement, c'est quoi? C'est un don ou une malédiction? Les deux. Mais, j'irai même encore plus loin. À vous de décider si vous en faites un don ou si vous le subissez comme une malédiction. Voilà. Il y a du potentiel. L'ombre et la lumière, il y a des choses à faire. Mais si vous voulez que ça soit un don, si vous vous rendez compte qu'il y a du potentiel et que vous avez de quoi le libérer, moi je dis, mais libérez votre potentiel. Là où il faut juste veiller, on n'en a pas beaucoup parlé, on en a un petit peu parlé. En fait, au potentiel, c'est génétique. Il y avait une question d'hérédité, justement. C'est génétique et il y a une question d'hérédité. Dans 80-90% des cas. Donc, c'est génétique. Si les deux parents sont au potentiel, les enfants le seront. Si un des deux parents est au potentiel, les enfants ont une chance sur deux de l'être. Je dis bien une chance sur deux, parce que moi je dis que c'est un don. Et je veux que ça soit utilisé comme un don. Si le petit cousin est au potentiel. Voilà. C'est une blague. Mais actuellement, dans ceux qui vont passer les tests, et c'est pour ça que je parlais beaucoup des tests, attention aux tests, et passer plutôt des tests de douance, c'est que c'est les enfants. C'est bien souvent par rapport aux enfants qui, à l'école, il y a un truc un peu bizarre, l'instit dit faudrait lui faire passer des tests, aller voir au CMPP et tout, hop, ok, on fait passer des tests, et l'enfant est au potentiel. Et donc là, ils vont vous dire, bon, si votre fils est au potentiel, c'est qu'il y a au moins un de vous deux qui l'est. Ah bon? Je parlais du couple de l'amour est dans le pré. Ils ont passé tous les deux les tests, parce que jamais ils se seraient dit, je suis au potentiel. Parce qu'eux, ils n'ont pas eu de problème dans leur environnement. Ça va être très, très important chez les enfants. Dans l'environnement, je dirais que... Allez, je vais prendre 3 niveaux d'environnement. Je suis là. Mon premier environnement, c'est mon environnement familial. Autour, ça va être amical. Et après, on passe au social et au professionnel. Si l'enfant est dans un environnement où il se sent très bien avec ses parents, ça se passe bien. Je connais une famille, les 2 parents sont au potentiel, les 3 enfants aussi. Globalement, ça se passe bien dans la famille. C'est le petit cocon, c'est la zone de confort. Donc, il y a des enfants qui vont être dans leur zone de confort s'ils sont bien dans ce domaine-là. Voilà. Sur 5, voilà, donc 5, oui, mais 2 filles, 1 garçon. Pour le garçon, il a eu une scolarité difficile, particulièrement au collège et au lycée. Parce que là, quand on est dans la puberté, la préadolescence et toutes ces choses-là, ce sentiment de différence, comment est-ce que je dois m'adapter, comment est-ce que je dois faire, et avec les filles, comment je vais faire, et ça va être difficile. Au collège, c'est plus souvent la classe de 5e qui sera difficile que la classe de 6e. Parce qu'en 6e, tout le monde arrive dans un nouveau domaine. On avait un instit au primaire, et là, voilà, donc on doit s'adapter à tout ça, on est tous à s'adapter à tout ça.
Et celui qui est au potentiel, ça va, c'est en 6e. Mais en 5e, déjà la 5e, c'est là où les enfants, on va dire, vont un peu plus se révéler. Et ça peut être un petit peu plus difficile. Donc, tout dépend aussi où est la zone de confort. Donc, je parlais de ceux qui sont dans un environnement, mon environnement familial, il est bien. L'amical et le social, ça va un peu mieux, mais dès que je suis dans du monde, là, j'y arrive plus trop. Là, il faut absolument développer quand même l'intelligence émotionnelle. Mais on peut avoir l'inverse. Donc, quand je disais que c'est 80 à 85% génétique, les études qui sont faites en neurosciences actuellement sont aussi de savoir s'il n'y a pas il y a une autre possibilité. Et on est sur vraiment la neuroplasticité, ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est qu'un enfant, pendant la grossesse et les premières semaines, les premiers mois sont hyper importants. Un enfant qui aurait été en grande souffrance pendant la grossesse ou l'accouchement, ou même les premiers mois. Donc, prenez un enfant qui arrive dans une famille où on ne voulait surtout pas d'enfant, limite un peu junkie, alcoolo et tout, hop, la femme tombe enceinte, c'est trop tard pour avorter et tout, on a le bébé. Elle ne l'aime pas pendant la grossesse. Et puis quand il va naître, c'est le boulet, quoi. Et donc il est dans sa chambre, il gueule encore, il se prend une claque, on lui donne à manger, il n'a pas d'amour, il n'a rien du tout, quoi. La souffrance peut être telle, puisqu'elle a été toute la grossesse et encore le début, que le cerveau, en fait, va s'adapter à ça. Je connais une personne, quand il est né, il a eu des problèmes physiques, au niveau du cœur et de l'ensemble, et ils l'ont soigné. Bon, c'est quelqu'un qui est né en 1960. Et il faut savoir qu'en 1960, on ne faisait pas d'anesthésie générale aux enfants en dessous de 6 mois. Et lui, il est né avec ça. Il a dû avoir des opérations. Et donc, pas sous anesthésie générale, avec des anesthésies locales. Vous imaginez ce que le cerveau, donc le corps, subit, la puissance de la souffrance qu'il a subie, le cerveau, il doit s'adapter à un moment donné. Voilà. Quand on parle souvent des fois de burn-out, d'énormes dépressions, le terme burn-out, maintenant, tout le monde l'utilise pour une grosse dépression due à une surcharge au boulot. Le burn-out médical, tel qu'il est dans les livres, et pour qu'un toubib le dise, et que ça soit acté, le burn-out, c'est normalement une déconnexion entre le mental et le physique. Donc ça, on est vraiment dans les neurosciences, c'est vraiment absolument sidérant, parce qu'en fait, à un moment donné, le cerveau dit stop. Et il peut dire stop pour différentes choses. Autre question ? Ça vous laisse quoi ? Vous évoquiez tout à l'heure par rapport aux émotions, le fait qu'il y ait une émotion positive. De rien. Une émotion positive qui est la joie. Ah oui, voilà. la joie. Vous avez dit justement que Oui. vous parlerez en seconde partie. Alors, la joie, c'est pas difficile. La joie, ça a un pouvoir inimaginable quand on sait l'utiliser. Parce que quand on n'en a pas de la joie, là, on est au fin fond. Hein. Quand on est dans la dépression et autres, on ne la cherche pas, la joie. Donc la joie, c'est un petit... Je vais vous donner un tout petit exercice. Excusez-moi, je bois un petit coup de café parce que là, depuis 2 heures, ça commence à... La joie, petit exercice tout simple, à faire par exemple déjà avec vos enfants si vous en avez, ou à faire vous-même pour vous-même. Le soir, quand on va se coucher, hop, la tête sur l'oreiller, on éteint la lumière, qu'est-ce qui se passe ?
Voilà, ça tourne dans la tête. Et dans la tête, qu'est-ce qu'on tourne ? On tourne la journée qu'on a passée, le dossier que je dois finir pour demain, et tout ça. Donc on passe en revue tout ce qui s'est passé, en général tout ce qui n'était pas bien, et surtout tout ce que je vais devoir faire demain. Donc, s'endormir déjà sur des idées négatives, ça n'est pas bon au moral. Donc, je vous l'interdis. Maintenant que vous êtes venus ici à mon atelier, je vous interdis de vous endormir avec des idées négatives. Et je vous demande de mettre la joie en application tous les soirs. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez éteindre la lumière et être dans le noir, si vos idées viennent comme d'habitude, vous leur dites hey, « stop, tu restes dehors ». Et le soir, qu'est-ce que vous allez penser ? Eh bien, essayez de réfléchir à tous les petits moments de joie que vous avez eus dans la journée. Ça peut être simplement le sourire de la boulangère, le petit mot que vous avez discuté avec elle en achetant votre pain, un collègue qui vous a dit « Tiens, tu as une belle robe aujourd'hui ». Voilà. Donc, tous les soirs, vous réfléchissez à toutes les petites joies, les grandes joies que vous avez eues dans la journée. S'il y en a, voilà, prenez tout. Et quand vous avez fait tout ça, vous vous dites, la deuxième question, eh bien demain, qu'est-ce que je pourrais mettre comme joie dans ma vie ? Mais des petites choses. Voilà, la petite dame à côté, la petite mamie, bah tiens, maintenant je vais l'aider à sortir ses poubelles, et je vais avoir son sourire, et je vais avoir ces choses-là. Eh bien, faites-le avec les enfants. Les enfants, on leur lit une histoire, on leur lit un petit truc, et on leur dit, bon, bah voilà, maintenant l'histoire, elle est terminée. Quand on éteint la lampe, tu vas réfléchir à toutes les petites joies que tu as eues dans la journée, et les grandes, et tu vas réfléchir aux joies que tu pourrais te mettre demain. J'ai donné ça, et une fois, il y a une femme qui me dit, elle avait une petite fille, et la petite fille, le lendemain matin, se lève toute contente, en disant, ouais, maman, eh bien, hier, j'ai pensé à plein de joies, et aujourd'hui, je sais ce que j'ai envie de faire. Voilà. La gamine, elle s'endort avec de la joie et elle se réveille en se disant « je vais mettre de la joie ». Et ça, je peux vous dire que c'est, mais alors pour le moral et pour toute la vie, pour tout l'équilibre des enfants, des adultes et de tout le reste, cultiver la joie ne serait-ce qu'au moins le soir quand vous allez vous endormir. Je vous préviens, si je vous revois, vous me dites que vous n'avez pas fait ça tous les soirs, je ne vous veux plus à mes ateliers. Hein. Alors si on lui raconte une histoire avec une sorcière le soir et que c'est peut-être pas positif, ça... On peut lui trouver une belle fin à la sorcière. Ben oui. Et on peut expliquer que la sorcière, tout le monde la voyait comme une sorcière, mais que c'était quelqu'un elle avait un petit plus. Elle avait un petit plus. C'est la femme du druide. Voilà, c'était la femme du druide. Et surtout, on lit l'histoire, on ne met pas une application qui évite l'histoire. Ah non. Parce que, voilà, c'est pas la même chose. Ou alors noter les petites choses positives quand on a tendance à les oublier Ah bah oui. et les relire. Alors, ce qui est très très bien pour ceux qui ont un petit journal intime où on écrit le soir, mais ceux qui n'en ont pas, et ceux qui ont des enfants, ceux qui ont... inciter les enfants, parce que... Dans cette salle. C'est pas méchant, on va pas se revoir. Alors, Il y en a sur smartphone, je sais plus si il y a des journaux intimes sur smartphone. oui, alors, les journaux intimes, on parle des journaux intimes, c'est très important de le faire parce que quelque part le soir, comme je disais, on rumine dans notre tête tout ce qu'on a eu. Quand on dépose ça et qu'on l'écrit, on dépose, on se libère et à partir du moment où on l'a écrit, on l'a enlevé de notre cerveau. Et j'amènerai une petite particularité puisque donc, vous me dites qu'il y a des journaux intimes sur smartphone. De rien, à bientôt. Oui, mais c'est quand même mieux. Voilà. Il faut savoir que si vous écrivez au stylo dans un carnet, quand vous allez prendre des notes, quand j'ai suivi et quand je suis encore toutes mes formations aux neurosciences, c'était tout de suite conseillé, écrivez-le. Parce que quand on écrit, il y a un lien avec le cerveau entre l'écriture et la pensée. Alors que ceux qui vont faire
Sur l'ordinateur, il n'y a pas ce lien. Et on garde plus en mémoire ce que l'on a écrit à la main que ce qu'on a tapé sur l'ordinateur. Et il y a une petite particularité sur ceux qui vont faire sur l'ordinateur. Quand je disais qu'on avait la puissance, la puissance du cerveau gauche, là, quand on a la puissance et la rapidité, alors là, quand vous avez des personnes qui travaillent, et eux, ils vont préférer travailler avec un ordinateur. Parce que ça va tellement vite là-haut que ça va beaucoup plus vite de l'écrire sur l'ordinateur que de l'écrire à la main. Par contre, le soir, son journal intime, on prend le temps d'écrire à la main et ça a beaucoup plus d'impact sur le cerveau.